Ce récit débute à la fin de l'année 54 après la conquête, une année nommée l'année de l'étranger, en dépit des événements tragiques ayant touché les 7 couronnes. Jaehaerys Ier Targaryen, roi des 7 couronnes, proclama un tournoi qui en vérité pourrait redonner le sourire au peuple et des raisons d'acclamer et les aider à oublier leur malheur. Tous ces préparatifs furent bouleversés par l'apparition soudaine et inattendue de Rhaena Targaryen, arrivant de Père Dragon. La source de sa fureur fut bientôt connue. La princesse Aera avait disparu. Elle avait fui Père Dragon, se glissant dans les enclos et revendiquant son propre dragon. Et pas n'importe lequel. Balerion, s'exclama Rhaena. Cet enfant insensé a pris Balerion. Pas un jeune pour elle. Il lui fallait la terreur noire, le dragon de Mégor. L'animal qui a tué son père. Pourquoi lui, sinon pour me faire du mal? Je vous le demande. À quoi ai-je donné naissance? À une petite fille, répondit la reine Alysanne. C'est juste une petite fille en colère. Mais, nous disent Septombars et le grand maître Bénifère, Rhaena ne parut pas l'entendre. Elle voulait désespérément savoir où son enfant insensé avait pu s'enfuir. Nous l'apprendrons sous peu, j'imagine, déclara le roi Jaehaerys, toujours aussi calme. Balerion est trop gros pour rester caché ou passer inaperçu, et il a un appétit féroce. Il se tourna alors vers le grand maître Bénifère et ordonna qu'on envoie des corbeaux à tous les châteaux des 7 couronnes. Si un homme à Westeros devait ne serait-ce qu'entrevoir Balerion ou ma nièce, je veux le savoir sur le champ. Les corbeaux s'envolèrent, mais il n'y eut pas de nouvelles de la princesse Aera ce jour-là, ni celui d'après, ni celui d'encore après. Rhaena demeura tout du long au donjon rouge, parfois furieuse, parfois tremblante. Elle effraya tant la princesse Daenerys que celle-ci pleurait chaque fois qu'elle se retrouvait en sa présence. Au bout de 7 jours, Rhaena déclara qu'elle ne pouvait plus rester oisive ici. « J'ai besoin de la trouver. Si je n'y réussis pas, je peux chercher, au moins. » Sur ces mots, elle enfourcha son jeu-feu et s'enfuit. Quelque temps plus tard, la reine Alysanne priait tous les jours pour sa nièce Aera et s'accusait de la fuite de l'enfant. Mais elle blâmait encore plus sa sœur. Jaehaerys, qui avait peu prêté attention à Aera, même durant les années où elle était son héritière, se reprochait désormais cette négligence. Mais c'était par-dessus tout Balerion qui l'inquiétait, car il concevait bien les dangers d'une bête si puissante entre les mains d'une adolescente de 13 ans, en colère par-dessus tout. Ni les errants stériles de Rhaena Targaryen, ni les nuées de corbeaux que dépêchait le grand maître Bénifère n'avaient apporté de nouvelles de la princesse ou du dragon. Le roi commença à craindre que sa nièce ne soit morte. Balerion est un animal capricieux et on ne plaisante pas avec lui, déclara-t-il à son conseil restreint. Bondir sur son dos sans jamais avoir volé auparavant et lui faire prendre son essor, pas pour un tour du château, non, mais pour traverser la mer. Il est probable qu'il l'a désarçonnée et qu'elle repose à présent au fond du détroit. Septombars ne partageait pas cet avis. Par nature, les dragons n'étaient pas des vagabonds, souligna-t-il. Le plus souvent, ils trouvent un lieu abrité, une grotte, un château en ruine ou un sommet de montagne, où ils nichent en sortant pour chasser, mais y retournant. Une fois libéré de sa dragonnière, Balerion aurait sûrement réintégré son antre. Le sentiment de Septombars était qu'étant donné l'absence de tout signalement de Balerion à Westeros, la princesse Aera avait probablement fui vers l'est jusqu'aux vastes plaines d'Essos. Tous les agents et informateurs qu'avait engagé Rhaegodraz pour traquer Elissa Farman et les œufs de dragon volés se virent maintenant assigner une nouvelle mission, retrouver la princesse Aera et Balerion. Les rapports ne tardèrent pas à affluer de toute la côte du détroit. La plupart s'avérèrent sans intérêt, comme pour les œufs de dragon. Des rumeurs, des mensonges et de fausses déclarations concoctées pour toucher une récompense. Le rapport le plus intrigant arriva des collines d'Andalos, au nord de Pentos, où les bergers parlaient sur un ton craintif d'un monstre qui rôdait, dévorant des troupeaux entiers en ne laissant derrière lui que des os ensanglantés. Les bergers eux-mêmes n'étaient pas épargnés s'il leur arrivait de croiser la bête par mégarde, car l'appétit de la créature ne se limitait nullement à la viande de mouton. Ceux qui la rencontraient bel et bien ne vivaient pas assez pour la décrire, et aucune des histoires ne parlait de feu, ce qui mena Jaehaerys à penser qu'on ne pouvait incriminer Balerion. Pour en avoir le cœur net, il envoya une douzaine d'hommes qui, menés par Sir William Laguep de sa garde royale, traversèrent le détroit vers Pentos pour essayer de traquer cette bête. L'hiver arriva à Westeros en 56 après la conquête, et, avec lui, de funestes nouvelles d'Essos. Les hommes que le roi Jaehaerys avait envoyés enquêter sur la grande bête qui rôdait dans les collines au nord de Pentos étaient tous morts. Leur commandant, Sir William Laguep, avait engagé un guide à Pentos, un homme du cru qui prétendait savoir où se tapissait le dragon.
En fait, il les avait conduits dans un piège et, quelque part dans les collines de velours d'Andalos, Sir William et ses hommes avaient été assaillis par des brigands. Bien qu'ils se fussent vaillamment battus, le nombre jouait contre eux et ils avaient finalement été terrassés et tués. Sir William avait été le dernier à tomber, sa tête rendue à l'un des agents de Lord Rego à Pentos. Il n'y a pas de monstre, conclut Septembars, après avoir écouté le triste récit. Seulement des hommes qui volent des moutons et qui racontent des histoires pour effrayer les autres. Miles Petitbois, la main du roi, pressa le roi Jaehaerys de punir Pentos pour cet affront. Mais Jaehaerys répugnait à guerroyer contre une ville entière pour les crimes de quelques hors-la-loi. Aussi, le sujet fut-il clos, et le sort de Sir William la Guêpe consigné dans le livre blanc de la garde royale. Pour occuper sa place, Jaehaerys décerna un manteau blanc à Sir Lucamore Fort. D'autres nouvelles parvinrent bientôt de l'autre côté des flots par des agents de Lord Rego. Un rapport parlait d'un dragon qu'on exhibait dans les arènes de combat d'Astapor, sur la baie des Cerfs. Une bête sauvage aux ailes coupées que les esclavagistes opposaient à des taureaux, des ours des cavernes et des meutes d'esclaves humains armés de piques et de haches, tandis que des milliers de spectateurs rugissaient et hurlaient dans l'arène. Septembars rejeta immédiatement ce récit. Une vouivre, sans aucun doute, déclara-t-il. Les vouivres de Sotorios sont souvent confondus avec les dragons par ceux qui n'ont jamais vu de dragon. Bien plus intéressant pour le roi et le conseil fut le grand incendie qui avait ravagé les terres disputées une demi-lune plus tôt. Attisé par des vents soutenus et alimenté par des herbes sèches, le sinistre avait fait 3 jours de ravages, ainsi que 3 nuits, engloutissant une demi-douzaine de villages et une compagnie libre, les aventuriers, qui s'étaient retrouvés pris au piège entre la montée des flammes et une armée Tairoshi commandée par l'homme le plus puissant de la ville. La plupart avaient choisi de périr sur les pics Tairoshi, plutôt que de brûler vifs. Pas un seul homme n'avait survécu. L'origine de l'incendie demeurait un mystère. Un dragon, déclara Sir Miles Petitbois. Qu'est-ce que cela pourrait être d'autre? Régodraz restait sceptique. La foudre qui est tombée, suggéra-t-il. Un feu de camp, un ivrogne avec une torche à la recherche d'une putain. Le roi acquiesça. Si c'était l'œuvre de Balerion, on l'aurait sûrement vu. Ailleurs dans le donjon rouge, plusieurs cycles de lune plus tard, la reine Alysanne passa la matinée avec ses enfants. La princesse Daenerys s'était enfin prise d'affection pour son frère Aemon, bien qu'elle continuât à réclamer une petite sœur. Septembars se trouvait dans la bibliothèque, le grand maître Bénifer dans sa roquerie. À l'autre bout de la ville, Lord Corbray passait l'inspection des hommes des casernes et du guet, tandis que Régodraz recevait une jeune dame à la vertu négociable dans sa demeure au-dessous de Fosse Dragon. Tous se souviendraient longtemps de ce qu'ils faisaient quand ils entendirent la fanfare d'une trompe résonner dans l'air du matin. À ce son, j'ai senti un frisson courir sur mon échine, dit plus tard la reine, même si je n'aurais su expliquer pourquoi. Dans une tour de guet isolée, dominant les eaux de la baie de la Nera, un garde avait aperçu des ailes sombres dans le lointain et fait donner l'alarme. Il sonna de nouveau de la trompe tandis que les ailes grandissaient, et une troisième fois, voyant clairement le dragon, noir comme les nuages, Balerion était de retour à Port-Réal. Voilà de longues années qu'on avait vu la terreur noire pour la dernière fois dans les cieux au-dessus de la ville. Et ce spectacle emplit de crainte plus d'un Port-Réalais, se demandant si d'une façon ou d'une autre, Maegor le Cruel n'était pas revenu de sa tombe, le chevaucher à nouveau. Le dragonnier qui s'accrochait à son cou n'était pas un roi mort, mais une enfant agonisante. L'ombre de Balerion balaya dans sa descente les cours et les salles du donjon rouge, ses ailes immenses giflant l'air pour se poser dans la cour intérieure près de la citadelle de Maegor. À peine avait-il touché le sol que la princesse Hera glissa de son dos. Même ceux qui l'avaient le mieux connue pendant ses années à la cour identifièrent à peine la fillette. Elle était si près d'être nue que la différence ne comptait pas. Ses vêtements réduits à des haillons et à des lambeaux accrochés à ses bras et à ses jambes. Ses cheveux étaient emmêlés et crasseux, ses membres grêles comme des bâtons. Sir Lucamore Fort était à son poste sur le pont d'accès par-dessus la douve sèche qui encerclait la citadelle de Maegor. Écartant le reste de l'assistance, il souleva la princesse dans ses bras et traversa le château en la portant au grand maître Bénifer. Elle avait aussi les yeux injectés de sang, prétendait le chevalier. Et il y avait en elle quelque chose, une chose qui remuait et la faisait grelotter et se tordre dans mes bras. Il ne relata pas longtemps ses récits cependant.
Le lendemain, le roi Jaehaerys le convoqua et lui ordonna de ne plus jamais parler de la princesse. On envoya immédiatement chercher le roi et la reine, mais quand ils arrivèrent aux appartements du maître, Bénifer leur refusa l'entrée. Vous ne tenez pas à la voir en un tel état. Seul fut admis le septon Bars pour administrer les rites aux mourants. Bénifer fit son possible pour la princesse affligée, lui donnant à boire du lait de pavot et la plongeant dans un bain de glace pour abaisser sa fièvre. Mais ses efforts restèrent vains, tandis que des centaines de gens se pressaient dans le septuaire du donjon rouge et priaient pour la princesse. Jaehaerys et Alysanne veillaient devant la porte du maître. Le soleil s'était couché et l'heure de la chauve-souris était proche, quand Bars parut pour annoncer qu'Aera Targaryen était morte. La princesse fut livrée aux flammes dès le lendemain, son corps enveloppé de beaux lins blancs des pieds à la tête. Le grand maître Bénifer, qui l'avait en personne préparé pour le bûcher funéraire, paraissait lui-même à moitié mort, confia Lord Redwyne à ses fils. Le roi annonça que sa nièce avait péri d'une fièvre et demanda au royaume de prier pour elle. Port-Réal porta le deuil quelques jours avant que la vie reprenne, comme auparavant, et s'en fut terminé. Certains mystères demeuraient toutefois. De nos jours, encore des siècles plus tard, nous ne sommes pas plus près de connaître la vérité. Plus de 40 hommes ont servi le trône de fer comme grands maîtres, leurs journaux personnels, lettres, registres des comptes, mémoires et calendriers de cour sont notre meilleure source pour les événements auxquels ils ont assisté. Mais tous n'étaient pas d'une diligence comparable, alors que certains nous ont laissé des volumes de lettres remplis de mots creux, n'oubliant jamais de noter ce que le roi avait mangé au souper et s'il l'avait apprécié. D'autres ne consignent pas plus d'une demi-douzaine de missives par an. À cet égard, Bénifer se classe près du sommet. Et ses lettres et journaux nous fournissent le compte-rendu détaillé de tout ce qu'il a vu, fait et entendu, tandis qu'il était au service du roi Jaehaerys et de son oncle Maegor avant lui. Et pourtant, dans tous les écrits de Bénifer, on ne retrouve pas un mot concernant le retour à Port-Réal d'Aera Targaryen et de son dragon volé, ni la mort de la jeune princesse. Mais par bonheur ou par malheur, Septon Bars n'eut pas tant de réticence. Bars écrivait « Voilà 3 jours que la princesse a péri, et je n'ai pas dormi. Je ne sais pas si je pourrai de nouveau dormir un jour. La mère est miséricordieuse, ai-je toujours cru, et le Père d'en haut juge chacun avec justice. Mais il n'y a aucune justice ni miséricorde dans ce qui est arrivé à notre pauvre princesse. Comment les dieux ont-ils pu être assez aveugles et indifférents pour permettre une telle horreur? Ou se peut-il qu'il existe d'autres déités dans cet univers, des dieux mauvais et monstrueux, tels que ceux contre lesquels prêchent les prêtres de R'hllor le Rouge, contre la malveillance desquels les rois des hommes et les dieux des hommes ne seraient que des mouches? Je ne sais, je ne veux pas savoir. Si cela fait de moi un septon mécréant, soit. Le grand maître Bénifer et moi, nous sommes engagés à ne dire à personne ce que nous avons vu et connu dans ces appartements, alors que la pauvre enfant agonisait. Ni au roi, ni à la reine, ni à sa mère. Pas même aux archimestres de la citadelle. Mais les souvenirs ne veulent pas me quitter. Aussi les consignerai-je ici. Peut-être que, du temps qu'on les trouve et qu'on les lise, les hommes auront atteint une meilleure compréhension de tels mots. Nous avons dit au monde que la princesse Aera était morte d'une fièvre, et cela est vrai, dans ces grandes lignes. Mais c'était une fièvre comme je n'en avais jamais vue auparavant, et comme j'espère ne plus jamais en revoir. La fillette cuisait. C'est à peine si elle avait une once de chair sur les os, tellement elle semblait émaciée et affamée. Mais nous avons pu observer certains gonflements en elle, tandis que sa peau se bombait puis s'affaissait de nouveau, comme si... Non, pas comme si, car c'était bien la réalité. Il y avait des choses en elle, des créatures vivantes qui se mouvaient et se tordaient, qui cherchaient peut-être une issue et lui infligeaient une telle souffrance que même le lait de pavot ne lui accorda aucune rémission. Nous avons dit au roi, comme nous devrons assurément le dire à sa mère, qu'Aera n'avait pas prononcé un mot. Mais c'est un mensonge. Je prie pour oublier bientôt certaines des choses qu'elle a chuchotées par ses lèvres craquelées et saignantes. Tous les arts du maître étaient impuissants contre sa fièvre. Si en vérité nous pouvons désigner une telle horreur d'un nom aussi banal, la plus simple façon de le dire est que la pauvre enfant cuisait de l'intérieur. Sa chair devint de plus en plus noire, puis commença à se fendre, jusqu'à ce que sa peau ne ressemblât à rien tant que les Sept me préservent qu'à des craquelins de porc. De fines fumerolles sortaient de sa bouche, de son nez, et même, obscénité, de ses lèvres inférieures.
Désormais, elle avait cessé de parler, bien que les créatures en elle continuaient à remuer. Ses yeux eux-mêmes cuisaient dans son crâne et finirent par éclater comme deux œufs laissés trop longtemps dans une marmite d'eau bouillante. J'ai pensé que c'était la chose la plus effroyable que je ne verrais jamais, mais j'en ai été rapidement détrompé, car une horreur pire encore m'attendait. Cela est arrivé quand Bénifer et moi avons plongé la pauvre enfant dans une baignoire pour la couvrir de glace. Le choc de cette immersion a arrêté son cœur sur le coup, me suis-je dit. Si tel est le cas, ce fut une miséricorde, car c'est alors que les créatures en elle sont sorties. Les créatures, la mer et pitié, je ne sais pas comment en parler. C'étaient des vers avec des visages, des serpents avec des mains, des choses sinueuses, gluantes, qui semblaient se tordre, palpiter et grouiller en crevant sa chair pour apparaître. Certaines n'étaient pas plus grosses que mon petit doigt, mais une au moins était longue comme mon bras. Oh, que le guerrier me protège, les bruits qu'elles produisaient. Quoi qu'elles aient pu être, c'étaient des créatures de la chaleur et du feu. Et elles n'aimaient pas la glace. Oh que non. L'une après l'autre, elles se sont débattues, tordues, et ont péri sous mes yeux. Grâce en soit rendue aux 7. Je ne me hasarderai pas à leur donner un nom. C'étaient des abominations. La première partie du témoignage de Septombars s'arrête ici. Mais quelques jours plus tard, il revint et reprit. En dehors des septuaires, les mêmes questions sont sur toutes les lèvres. La princesse a disparu pendant plus d'1 an. Où a-t-elle pu aller? Qu'a-t-il pu lui arriver? Qu'est-ce qui l'a ramené chez elle? Balerion était-il ce monstre dont on croyait qu'il hantait les collines de velours d'Andalos? Ces flammes ont-elles allumé l'incendie qui a dévasté les terres disputées? La terreur noire aurait-elle pu voler jusqu'à Astapor pour être le dragon de la reine? Non, non et non. Ce ne sont que des fables. Si nous écartons de telles diversions toutefois, le mystère demeure. Où Aera Targaryen est-elle allée après avoir fui Père Dragon? Les agents et informateurs de l'Ordre Ego n'avaient pu retrouver aucune trace d'elle sur l'autre rive du détroit, pas même un murmure sur son dragon. Bien que je ne sois en mesure de fournir aucune preuve, je puis suggérer une réponse. Il me semble que nous avons tous posé la mauvaise question. Aera Targaryen était encore bien en deçà de son 13e anniversaire, au matin où elle se glissa hors du château de sa mère. Si les dragons ne lui étaient pas étrangers, elle n'en avait encore jamais chevauché aucun, et pour des raisons que nous ne comprendrons peut-être jamais, elle choisit pour monture Balerion, au lieu de n'importe quel dragon, plus jeune et plus docile qu'elle aurait pu revendiquer. Nous nous sommes demandé, où Aera a-t-elle conduit Balerion? Nous aurions dû poser la question, où Balerion a-t-il conduit Aera? Une seule solution est logique. Souvenez-vous que Balerion était le plus grand et le plus vieux des 3 dragons que le roi Aegon et ses sœurs avaient chevauchés pour leur conquête. Balerion était arrivé sur l'île avec Enar l'exilé et Daenis la rêveuse, le plus jeune des 5 dragons qu'ils avaient amenés avec eux. Les dragons plus âgés avaient péri au cours des années qui avaient suivi, mais Balerion vivait toujours, continuant à croître en taille, en férocité et en caractère. Si nous ne tenons pas compte des récits de certains sorciers et charlatans, il est peut-être la seule créature vivante dans le monde qui a connu Valyria, et c'est là qu'il a emmené la malheureuse enfant condamnée, accrochée à son dos. Qu'elle y soit allée de son plein gré, j'en serais fort surpris. Mais elle ne possédait ni les connaissances, ni la force de volonté pour le faire changer de cap. Sur ce qui lui est arrivé en Valyria, nous ne pouvons que nous livrer à des conjectures. À en juger par l'état dans lequel elle nous est revenue, je ne veux même pas y songer. Les Valériens étaient plus que des seigneurs dragons. Ils pratiquaient la magie du sang ainsi que d'autres arts ténébreux, puisant dans les profondeurs de la terre des secrets qu'il aurait mieux valu laisser enfouis. Les Valériens tordaient la chair des animaux et des hommes pour en modeler de monstrueuses chimères contre nature. Pour ce péché, les dieux en leur courroux les jetèrent à bas. Valyria est maudite. Tous les hommes s'entendent sur ce point, et même les plus audacieux marins se tiennent à bonne distance de ces eaux fumantes. Mais nous aurions tort de croire que plus rien ne vit là-bas, désormais. Actuellement, demeurent ces créatures que nous avons retrouvées dans le corps d'Aera Targaryen. Voilà mon hypothèse, ainsi que d'autres horreurs que nous ne pouvons même pas imaginer. J'ai longtemps décrit ici comment la princesse a péri, mais il y a autre chose, quelque chose d'encore plus effrayant qui mérite mention. Balerion portait lui aussi des blessures. Cette énorme bête, la terreur noire,
Le plus terrible dragon qui n'ait jamais pris son essor dans les cieux de Westeros est rentré à Port-Réal avec des cicatrices à moitié refermées qu'aucun homme ne se souvenait d'avoir déjà vues. Les seigneurs de Westeros sont orgueilleux et les septons de la foi et les maîtres de la citadelle, à leur façon, le sont plus encore. Mais il y a tant et plus de choses dans la nature du monde que nous ne comprenons pas et que nous ne comprendrons peut-être jamais. Peut-être est-ce un bienfait. Le Père a créé les hommes curieux pour mettre notre foi à l'épreuve, disent certains. C'est mon péché perpétuel que je ne puisse voir une porte sans avoir besoin de savoir ce qui s'étend de l'autre côté. Mais il est des portes qu'il vaut mieux garder closes. Et Aera Targaryen en a franchi une. Le récit du Septon Barse s'achève ici. Plus jamais il n'évoquerait le sort de la princesse Aera dans aucun de ses récits. Et même ces mots seraient enfermés parmi ses papiers privés où ils resteraient près d'un siècle sans être découverts.